Donc on va, avec Maryse, vous parler un peu de cette étude qui a été faite maintenant il y a quelques années, mais qui a été vraiment très intéressante. Cette étude s'est enracinée dans deux manifestations. La première a été les 10 ans des services d'aide et d'accompagnement à la parentalité. Alors ces 10 ans ont été fêtés avec la direction Enfance-Famille en 2013. Et à partir de ce moment, on s'est dit que toute cette expérience devait être à la fois évaluée, mesurée, mais aussi partagée. Donc on voulait à la fois valoriser l'expérience des 9 SAP du département, mais aussi la partager avec d'autres. Donc on s'est rendu compte que 500 personnes quand même avaient déjà été accompagnées dans les 10 premières années. Donc c'était assez conséquent. Le deuxième enracinement, c'était le colloque de 2015. On s'est rendu compte à ce colloque de 2015 qu'en France, peu de régions se souciaient de la parentalité des personnes en situation de handicap, le Nord ayant été précurseur. On a découvert en 2015 que pas mal d'expériences commençaient à émerger, mais pareil, là on s'est dit peut-être que notre expérience forte de 10 années peut être utile à plein d'autres services dans la France entière. Voilà l'enracinement de cette étude. Et donc, nous avons commencé cette étude avec une unité de recherche qui est à Despas. Donc, il y a d'ailleurs Cédric Routier qui doit être dans la salle, je pense. Et aussi en interviewant des familles. Donc, on a interviewé une quarantaine de familles. Des familles qui n'étaient plus accompagnées. Et donc, on a vraiment eu le souci d'interviewer des personnes qui étaient sorties du dispositif et de voir un peu leur cheminement et de voir si effectivement cet accompagnement, on va dire assez précoce, était utile dans leur vie de parents. Et donc, on a aussi, pour compléter l'étude, analysé les rapports d'activité des 9 SAP sur les 10 années qui étaient passées. Donc voilà, donc l'étude a été assez conséquente et Maryse va vous expliquer un petit peu les résultats. Merci. Donc moi je vais essayer de partager avec vous les tendances générales de ces résultats. Donc comme le disait Valérie, 41 familles ont été interviewées donc par une consultante pour assurer l'objectivité. Et c'est une étude qui a été faite entre 2004, enfin sur des parents ayant été accompagnés entre 2004 et 2015. Donc on a majoritairement des familles entre 26 et 45 ans. Je vais juste donner quelques chiffres rapidement. On a un peu plus de femmes que d'hommes accompagnés. 76% vivent en couple. Pour la moitié des couples, les 2 parents sont porteurs de handicap intellectuel. Au niveau du travail, ce sont des personnes qui travaillent, pour 33% en ESAT, 13% en entreprise adaptée, 13% également en milieu ordinaire et 42% sans activité. 46% des personnes bénéficient d'une mesure de curatelle et 37% n'ont pas de mesure. Au niveau des enfants, ce sont des enfants qui sont âgés de 0 à 6 ans. Comme on l'a dit précédemment, les services du département ont recentré l'action des SAP sur la prévention précoce. Donc on accompagne jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc évidemment, il n'y avait plus d'enfants de plus de 6 ans, sauf quelques dérogations. Et 65% des enfants fréquentent la crèche de 0 à 3 ans ou sont scolarisés à partir de 3 à 6 ans. 15% des enfants ont besoin d'une intervention médico-sociale. Orthophoniste, psycho, psychomote, voilà. Pour 70% de familles, ils ont 1 ou 2 enfants. On n'a pas beaucoup de familles nombreuses. Et 57% ont un réseau social relativement proche, amical, professionnel, voilà. Au niveau de la clé d'entrée, sur cette période, même si je pense qu'avec le temps ça a un peu évolué, 28% des familles sont orientées par les UTPAS de chaque territoire, 25% des APEI et 14% de familles elles-mêmes. Et on sent une évolution depuis 2015. On a des familles un peu plus qui viennent demander de l'aide. Il y a l'histoire de la pérédance des parents en ESAT qui parlent des solutions qu'ils ont pu trouver. Voilà. Au niveau de l'arrêt, de l'accompagnement, on verra tout à l'heure, c'est quelque chose qui reste un peu compliqué, comme on le disait. Il y a de multiples raisons, soit parce qu'une mesure judiciaire a été nécessaire pour protéger l'enfant,
la famille était en difficulté, soit les besoins en termes d'accompagnement s'atténuent, soit l'enfant a atteint l'âge de 6 ans. Alors, ce que déplorent quand même les parents, à 42%, c'est un peu les relais défaillants à partir de 6 ans. C'est vrai qu'il existe beaucoup de choses sur tous les territoires pour les enfants de 0 à 6 ans, pour les ados, un peu aussi. Par contre, pendant la période de latence, il y a un creux et on a du mal à trouver des solutions et des relais. En tout cas, ce que disent les familles, pour 78% de familles interrogées, que les choses se passent plutôt bien avec leurs enfants. Ceux qui ont des difficultés savent aller chercher des solutions, savent interpeller des compétences, des instances plus compétentes pour répondre à leurs besoins. Même si 4 familles interviewées ont connu un placement pour leur enfant, ce placement s'est passé un peu moins violemment parce qu'il a été accompagné et les parents ont pu saisir les motifs de ce placement et aussi s'impliquer et s'inscrire pour le retour de cet enfant en travaillant avec les équipes de l'ASE. Ce qui est noté aussi dans cette étude, c'est qu'avec un soutien vraiment approprié et adapté, les familles sont vraiment en capacité de développer des habiletés pratiques en termes de vie quotidienne, en termes de recherche de solutions, en termes de sécurité pour leur enfant. On a des interventions flexibles, modulées. On a vraiment des parents qui ont besoin d'établir un climat de confiance pour évoluer. Et voilà. Pour toutes les familles interviewées, ces enfants, ça a été un vrai désir et un vrai choix de vie. Voilà, il n'y a pas d'enfants surprise, les parents ont choisi d'être parents. Alors, ce qui nous reste à prendre en compte, j'ai un petit coup de zapette, oui, c'est ça. Voilà. Ce qui nous reste à prendre en compte quand même, c'est lié à la déficience intellectuelle, l'abstraction, qui est quand même une difficulté qui est générée par la déficience intellectuelle. Les familles ont des difficultés d'abstraction, ce qui fait que parfois elles ne saisissent pas bien les enjeux. Par exemple, pour un jeu de société, on voit pas peu de familles qui nous disent voilà, c'est pour apprendre les règles, c'est une bonne école le jeu, ou favoriser les relations parents-enfants. Mais ils ont quand même compris le sens puisqu'ils jouent avec leurs enfants. Et puis aussi une tendance pour beaucoup à la centration sur soi. C'est difficile de répondre aux besoins de l'enfant sans répondre d'abord à ses besoins propres. Donc ça, c'est des difficultés qu'on doit avoir en tête pour travailler cet accompagnement. Et la troisième chose, l'hypernormalisation, qui n'est pas du tout liée à la déficience, on a envie de dire, et c'est prégnant dans l'étude, c'est les regards disqualifiants dont ont fait l'objet les parents qui les amènent à s'inscrire dans une hypernormalisation. Donc, qui mettent la barre très haute, ce qui amène quand même beaucoup de stress et du coup, qui vient troubler un peu les habiletés parentales. Voilà. On a quand même beaucoup de familles qui ont souffert de ça, de ce manque de confiance, de ce manque de considération, ou ne pas oser dire qu'elles ne comprennent pas une consigne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces familles, en général, et ça a déjà été dit tout à l'heure, rencontrent les mêmes réalités que toutes les familles et tous les parents ordinaires. Bon, on n'a pas voulu s'arrêter là, parce qu'en si bon chemin. Et donc, suite à l'étude, on a fait une journée de travail avec l'ensemble des services d'aide et d'accompagnement du département pour essayer de construire des fiches conseils. Donc, il en est sorti 4 fiches conseils. Donc, vous verrez dans l'étude, puisque l'étude sera disponible sur le stand des SAP. Donc, 4 fiches conseils élaborées par les SAP. La première étant de développer une posture professionnelle. Donc, c'est la question des représentations. Essayer d'amener aussi nos partenaires à avoir des représentations un peu différentes. D'éviter les jugements. De s'appuyer sur les compétences et les forces des familles. De garder une objectivité dans la situation, de créer un lien de confiance. Sans ce lien de confiance, c'est absolument impossible de travailler en cohérence avec les familles. Et tenir compte de l'environnement familial. La famille est rarement isolée, et donc il y a un environnement qui est important. La deuxième fiche, c'est faire émerger les compétences parentales. C'est se baser sur l'expérience parentale. Les parents qu'on accompagne ont déjà des compétences, ils savent faire des choses, donc c'est partir toujours de leurs compétences.
C'est amener les familles à construire leurs solutions sur les difficultés rencontrées. Donc, on est dans un esprit aussi de co-construction quand on est face à un problème avec les familles. Et c'est la nécessité de définir des objectifs d'accompagnement ensemble. La troisième fiche était de sensibiliser et développer les réseaux des familles. Donc, c'est ce que j'ai dit déjà, c'est s'appuyer sur le réseau primaire des familles. C'est développer le travail partenarial. C'est trouver les bons interlocuteurs. Et surtout, organiser les interventions autour de la famille. Donc, il y a beaucoup de travailleurs sociaux dans la salle et on sait très bien que les familles qu'on accompagne ont de multiples accompagnements et de multiples référents. Et il y a vraiment une nécessité de définir les missions de chacun pour ne pas se marcher sur les pieds et surtout que ce soit cohérent. Et on a vu quelquefois des situations un peu contradictoires où un professionnel disait quelque chose et le professionnel qui passait après disait le contraire. Donc il y a vraiment une nécessité de coordination du travail. Aussi, on attire l'attention sur cette fiche à la communication, dans la communication qu'on peut avoir les familles, d'être très clair, très simple, pour que ce soit bien entendu. Et la dernière fiche, c'est développer les outils au service de l'accompagnement à la parentalité. Donc il y a une co-construction des outils avec les familles. C'est l'utilisation de moyens simples comme le FALC, le facile à lire et à comprendre. C'est à base aussi d'actions collectives, donc on va vous en parler juste après dans les tables rondes. Et c'est la création d'outils, donc on va vous en présenter 2 aujourd'hui. Donc une clé facile qu'on vous expliquera tout à l'heure qui permet d'avoir une bonne communication avec les écoles et des livrets de maternité qui ont été co-construits avec la maternité de Roubaix qui peuvent aider les familles aussi pendant la grossesse et après à la maison quand le bébé est né. Et donc voilà, tous ces outils viennent soutenir notre accompagnement et sont importants aussi. Voilà, et vous retrouverez tout ça sur les stands tout à l'heure et vous pourrez aussi avoir quelques exemplaires.